êtes en train de nous expliquer, Maître Nzamba, qu'il n'y a pas, en tout cas, que pour le pouvoir togolais, il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a pas de situation difficile, particulière aujourd'hui qui puisse justifier, qui passe au régime parlementaire au fond. Non, il n'y a pas de crise politique qui justifie. À la vérité, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que c'est que le pouvoir est en pleine manœuvre. C'est une manœuvre politique, ce qui se passe. Pensez-vous? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le pouvoir veut se pérenniser. C'est-à-dire que, comme le mandat du chef de l'État arrive à son terme, et donc il faut préparer, en 2025, donc il faut préparer les conditions, je dirais, légales ou constitutionnelles pour permettre au président de se représenter, donc la nécessité de réformer la Constitution pour remettre les compteurs à zéro, et pour faire passer cette réforme-là, donc il faut donner une apparence d'intérêt pour les populations, notamment d'un avancement démocratique, où on va faire croire que c'est le Parlement qui va détenir maintenant le pouvoir et c'est le Parlement qui va l'exercer en désignant un Premier ministre qui va lui-même désigner des ministres. Voilà. Mais il devient plus fort. Qu'adviendra-t-il du Togo, puisque la situation sociale n'est pas des plus réluisantes, avec un pouvoir qui est désormais plus ou moins conforté de la part du président Faure? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que l'on puisse rêver des lendemains meilleurs au Togo en termes même de liberté de manifestation, de liberté publique, mais surtout de développement local? Non, rien. On ne va rêver de rien. Puisque à partir du moment où Faure conserve l'essentiel du pouvoir, il conserve tout le pouvoir, il va continuer à protéger son pouvoir dans les mêmes modalités qu'il faisait hier quand il était président. Il a tous ses pouvoirs. Il fera la même chose. Donc, à ce niveau-là, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne veux pas démocratiser mes débats. Moi, je ne démocratise pas enfermer la réflexion dans les affaires de démocratisation néocoloniale. Restons dans une perspective panafricaniste. Le panafricanisme n'est pas incompatible avec les libertés. Sauf que nous avons une approche holistique des libertés. Holistique des libertés. Nous n'avons pas l'approche occidentale des libertés qui détache la liberté de son pendant naturel qui est la collectivité. Donc, alors pour revenir à votre sujet, donc, que deviendra l'opposition, que deviendra le Togo? Ben, le peuple togolais n'est pas mort. Il n'est pas mort. Donc, lorsqu'il estimera qu'il ne peut pas supporter ce régime, il reprendra son pouvoir et ce qui va se passer, va se passer. Il ne faut pas désespérer. Ce type de bricolage politique peut marcher un temps, Fabrice, mais ça ne peut pas marcher tout le temps. Ça ne peut pas marcher tout le temps. Il y a un moment où... parce qu'en fait, il opère une manœuvre parce qu'il sent très bien. Il a bien senti que déjà l'environnement même qu'il y a en Afrique de l'Ouest, il y a un environnement qui fait que le Togo peut lui-même n'est pas à l'abri de ce qui se passe chez ses voisins. Donc pour essayer d'anticiper dessus, il a bricolé, il a fait un changement de façade, c'est-à-dire il a fait une esbrouffe institutionnelle où en fait il échappe à toute limitation de son pouvoir en termes de mandat, de durée de mandat, par une opération cosmétique sous couvert du panafricanisme. C'est ça qu'il a fait. Donc, et c'est ça, il veut donc légitimer son régime en revendiquant un panafricanisme. C'est ça le débat qu'il a en train de faire. Jusqu'au petit... Et de ce point de vue, il établit un parallèle entre son régime et le régime de l'AES. Vous faites comme si, oui, bon, même si je suis différent, je vous ressemble un peu, on est ensemble, on mène les mêmes combats. Tu vois? Donc il y a tout ça. C'est une grosse manipulation. Jusqu'où peut-il aller? Parce qu'on a quand même l'impression qu'au-delà des régimes qui fâchent et peut-être qui divisent, on ne va pas les citer ici, au sein de l'Afrique de l'Est, il y aura ici quand même, quoi qu'on dise, président au pouvoir, trouver à chaque fois une parade. D'abord, il était frappé, du moins la Constitution, il y a eu un véritable tour de magie au sein du Parlement togolais pour pouvoir imposer une nouvelle Constitution par des manœuvres assez particulières, parce que là, sur la question de l'élection présidentielle, la Constitution prévoit que seule une élection référendaire peut véritablement modifier cette affaire. Cela est passé en douce au sein du Parlement togolais.
Même s'il y a eu des revendications de la part de la société civile qui est quand même assez active, mais il a réussi. Du moins, si on a finalement l'impression, ça reste une impression en attendant votre lecture là-dessus, que toute velléité, je dirais pas d'émancipation, mais de revendications portées, que ce soit par l'opposition ou alors la société civile au Togo, eh bien, ne semble pas porter leurs fruits. Est-ce que Faure est aussi fort? Non, il y a là-bas une erreur, excusez-moi, d'approche du problème. Je dis que le biais démocratique néocolonial ne peut pas expliquer les régimes comme le régime de Faure du Togo. C'est-à-dire, aborder ça sur l'angle démocratique, c'est enfantin, c'est puéril, c'est même bête à la limite. Il faut laisser ça à ces panafricanistes qui veulent être en même temps panafricanistes et des démocrates modèles occidentaux. Donc, le premier il est simple. Ce régime dirige le pays depuis combien d'années? Thomas Faure, il est là depuis 2005. Non, depuis l'avènement du Togo comme État pays indépendant. Le premier président togolais, Sylvanus Olympio, on connaît l'histoire. C'était un panafricaniste avéré, Fabrice faut rappeler ça, un panafricaniste avéré qui lui, faisait du panafricanisme. Il appliquait un programme panafricaniste. Pas ce qu'on entrevoit là. Il voulait sortir briser la main mise de la France sur le Togo. Je parle de Sylvanus Olympio, le père de l'autre, de Gilles-Christ Olympio. Alors, il a été remplacé par M. Eyadema. Après ce internet, vous allez voir à quelle année il prend le pouvoir. Et depuis ce moment-là, le nombre d'années passées au pouvoir. Quand Eyadema père décède, le fils le remplace, Fabrice Do, dans le cadre d'une succession dynastique, quasi-dynastique. Parce que là aussi, moi je suis très cohérent. En néocolonie, s'il y a dynastie, c'est dynastie néocoloniale. Parce qu'en dernière instance, ce sont les colons qui... il faut avoir l'approbation des réseaux coloniaux pour laisser le pouvoir à votre fils. Donc, vous allez voir que depuis ce moment-là, la famille Eyadema a construit le paysage politique du pays. Il en a structuré les traditions. De 67 à 2005. Voilà. Pour le père. Et de 2005 à nos jours pour le fils. Calculez. Vous allez voir le nombre de temps que la famille de 67 à 2025, vous allez voir le nombre d'années que la famille Eyadema tient le pays. Tient le pays. Calculez, vous allez trouver, vous allez voir. Ça dit que c'était un régime plus de 70 ans, ils tiennent le pays. Bientôt, plus de 70 ans. Ils tiennent le pays. Si vous prenez 67 à 2025, vous allez voir le nombre d'années. Durant ces années-là, ils ont, c'est-à-dire que, je dis, toutes les traditions politiques du pays, ils les ont boulées, ils ont structuré la vie politique, tous les mécanismes informels, pas les informels, qui produisent les rapports de force formels au plan juridique, Fabrice, sont sous le contrôle de ces familles. Les différentes sous-bourgeoisies néocoloniales qui émergent au plan économique sont sous le contrôle de la famille Eyadema. Toute l'activité économique du pays est sous le contrôle de la famille Eyadema. Et quand les colons ont pris leur part, ils restaient sous leur contrôle. Donc c'est un peu comme si vous demandez, c'est un peu comme si vous venez au Maroc, par exemple, vous croyez que les hommes politiques, dans leur majorité au Maroc, peuvent fonctionner en dehors des traditions, n'est-ce pas, des mécanismes informels et des usages, n'est-ce pas, que la monarchie a imposé au pays depuis que le pays est devenu indépendant. Donc c'est là où il y a une erreur de venir analyser en termes de discours d'un formalisme démocratique purement inconsistant, des réalités anthropologico-politiques, des réalités anthropologico-historiques qui montrent que le pays là, que le soit de la plan de la coutume politique, des usages politiques, des us et usages politiques, etc., contrôle le pays.
contrôle le pays. Donc, c'est ça la réalité. On est parlant de la construction du cas Gabonais avec une construction Oui. tout aussi Oui. particulière, Tout à où fait. on avait Tout à fait. l'impression effectivement que cela ne pouvait pas être déconstruit, démonté. Finalement, peut-être salaire avec la prestation de serment du général Brice Clotaire Oligui Nguema le week-end dernier. Est-ce que le cas du Togo, comment va-t-on réussir, puisque généralement sur le cas de la Côte d'Ivoire, vous êtes assez optimiste, mais comment va-t-on faire pour sortir véritablement le Togo de cet enclos? Mais, mon cher Fabrice, c'est-à-dire que vous... une fois de plus, je répète, ne simplifiez pas le poids de l'histoire dans l'analyse d'un régime politique. Comment l'histoire permet, l'étude de l'histoire d'un pays permet de voir comment les familles politiques se façonnent, comment les liens informels, les alliances informelles se structurent, comment on fabrique du personnel politique, comment les filiations politiques naissent et s'achèvent dans le pays. Parce que quand on parle de régime parlementaire, si on prend le cas du Togo, mais un régime parlementaire est animé par les hommes. Mais la politique, c'est aussi une manière de produire les hommes. Qui produit donc le personnel politique au Togo? Comment est-ce qu'il se structure? La main de la famille Yadema pèse sur la fabrique politique. Ça fait plus de 58 sur ans la de fabrique règne, sociale. et même au-delà. Voilà. Sur la fabrique sociale. Ça pèse. Ça pèse. Donc il y a tout ça. C'est pareil pour le Gabon. Vous allez faire n'importe quoi. La famille Bongo a tellement moulé le Gabon depuis son indépendance que Oligui Nguema, ce n'est qu'un Bongo. Oligui Nguema, c'est un Bongo. Il y a des changements de façade, des changements de style. Et les méthodes peuvent être sur la place, mais fondamentalement, c'est la continuité du bongoïsme néocolonial. Néocolonial. Donc, parce que, je répète encore, quand on demande à Faure et à demander de quitter le pouvoir, de laisser le pouvoir, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que laisser le pouvoir veut dire que abandonner les leviers politiques qui lui permettent, Fabrice, de garantir les intérêts matériels, les intérêts politiques qui permettent à la famille Yadema de dominer le Togo. La question est celle-ci. S'il perd le pouvoir, qui va assurer la sécurité de ces intérêts-là? Qui va garantir? Et ça, ce n'est plus un combat qui mène seul. C'est un combat qui mène avec toutes les personnes, toutes les élites, n'est-ce pas, que la famille Yadema, au pouvoir depuis très longtemps, a fait émerger. C'est comme ça qu'il peut avoir des majorités automatiques à l'Assemblée lors des élections. Donc, l'avenir du Togo est basé sur, d'abord, l'évolution des contradictions politiques et économiques et sociales. C'est-à-dire que tant que le régime, n'est-ce pas, va avoir les moyens économiques de son renouvellement, on peut être inquiet. Mais, quand on regarde, si de plus en plus, sur le plan économique, ses performances ne lui permettent pas d'élargir sa base sociale, d'élargir sa base sociale, ne lui permettent pas de continuer à jouir des moyens économiques de sa puissance politique, ben, les portes de sa chute sont ouvertes, mon cher Fabrice. C'est à ce niveau qu'il faut espérer. Rien n'était éternel, rien n'était éternel. Ce régime ne sera pas éternel. Donc, les conditions de sa chute sont inscrites, Fabrice, et là je vais insister, hein, les conditions de sa chute sont inscrites dans la manière dont il a conçu et conçoit, n'est-ce pas, sa domination, n'est-ce pas, sur le pays. Donc, les germes de la chute de ce régime sont dans le régime lui-même.